La cour d'assises de Quimper va juger Guillaume Seznec pour le meurtre de Pierre Quémeneur. Mademoiselle Quémeneur. Maître Poliken. Madame Seznec. Madame Chémoir. Monsieur Hud. Monsieur Bonny. Mademoiselle Labigou. Monsieur Schwartz. Monsieur Laja. Et Monsieur Leher. Je tiens à rappeler qu'un faux témoignage est un délit et puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, que la vérité. Levez la main et dites « jurez-le ». Vous êtes accusé d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Quémeneur le 25 et 26 mai, et ce avec préméditation, guet-apens, faux et des usages de faux. Rappel des faits. Le 25 mai, de grand matin, le conseiller général Pierre Quémeneur quittait Rennes en compagnie de l'accusé, ici présent, Seznec. Il se rendait à Paris et faisait un voyage d'affaires au bord d'une Cadillac. 5 jours plus tard, Seznec rentrait seul depuis. Pierre Quémeneur, d'après mademoiselle Quémeneur, n'a jamais été revu. On ne sait ni comment vous avez débarrassé la victime, ni comment vous l'avez tuée. Cependant, l'enquête de police n'ont fait que confirmer sa culpabilité. Monsieur Seznec, voulez bien vous lever s'il vous plaît, et décliner votre nom, prénom, âge et qualité. Je suis Joseph-Marie Guillaume Seznec, né le 1er mai 1878 à Plomo-Dierne. Je suis maître de série. Intéressons-nous à votre passé maintenant. Fils de Yves Seznec et Marie-Anne Collin, qui possédaient dans le hameau de Kernéol une ferme assez importante. Votre père décède alors que vous n'êtes âgé que de 6 ans. Vous quittez le collège à 16 ans pour rejoindre la ferme familiale, mais vous vous intéressez surtout à la mécanique. Le 18 juillet 1906, vous épousez Marie-Jeanne Marc, fille de commerçant de Plomo-Dierne. Tous deux, vous achetez aussitôt un commerce de vente et de réparation de vélos. Alors que vous effectuez une période militaire à Châteaulin, votre épouse accouche d'une fille nommée Marie, le 1er novembre 1908. Alerté par télégramme, vous êtes revenu chez vous lorsque la grange voisine de votre domicile est en flammes. Vous vous précipitez alors pour sauver votre magasin et les dernières choses qui restent. Lorsqu'un bidon d'essence explose, vous brûlant grièvement et vous laissant des cicatrices que nous pouvons voir aujourd'hui. Le 13 mars 1910, un deuxième enfant né, prénommé lui aussi Guillaume. Avec les 30 000 francs en dédommagement accordés par l'assurance, vous achetez un nouveau commerce, une blanchisserie. En juillet 1912, le 8 novembre, cette même année, votre femme donne naissance à un troisième enfant, Jeanne. Votre blanchisserie est ravagée par un nouvel incendie en 1922. Alors que votre beau-frère est en train de vous la racheter, un accord avec un paiement échelonné. Les échéances n'étant pas arrivées à terme, vous étiez donc encore le propriétaire. Vous en obtenez alors 59 200 francs de l'assurance. N'est-ce pas suspect de l'incendie? Non du tout, j'en ai même été victime. Vous voulez la preuve? Je m'interroge juste sur l'argent que vous avez reçu. Ah, on me donne de l'argent, je le prends, monsieur le président. Oui, enfin Seznec, excusez-moi monsieur le président, mais même dans des incendies volontaires, des accidents sont vite arrivés. Je ne suis pas suicidaire, monsieur. Oui, ça ne répond pas à ma question. Bon, à mon affirmation, en tout cas, je vous dis que même si vous aviez déclenché des incendies volontairement, de votre main, des accidents, vous ne les choisissez pas de toute manière. Ça aurait très bien pu arriver contre votre gré. Ce n'était pas le cas de toute façon. Et pourquoi mettrait-il le feu à sa boutique, puisqu'il s'en sert pour gagner son argent? Pour l'instant, je ne me considère pas dans l'accusation, je cherche juste à avoir plus d'informations. Repassons à l'affaire, s'il vous plaît. Vous
projetez alors, à cette époque, de remettre en activité la scierie de Traun-Orvelin. Vous faites donc la connaissance de ce monsieur Kemener, le conseiller général du Finistère. Oui, c'est bien ça. Plus tard, vous allez donc partir en voyage d'affaires, le 25 et 26 mai 1923, pour une soi-disant affaire de Cadillac. C'est bien cela. C'est bien ça, monsieur le président. Nous devons monter la voiture à Paris afin de la vendre. La vendre à qui? Les Russes, Pourquoi faire? le commerce. Vous confirmez bien que c'est votre Cadillac? Oui, C'est donc à bord de cette Cadillac que vous avez déposé monsieur Kemener. oui, c'est bien ça. À quelle gare? La gare de Coudin. Mais dans votre première déposition, vous avez dit de J'ai dû me tromper. Ah oui, mais bon, ça change tout. Vous avez donc eu des problèmes mécaniques. Oui, c'est bien ça. Quel genre de problème? Le moteur, si je me souviens bien. Excusez-moi. Comment avez-vous... Est-ce que vous avez récupéré la Cadillac après coup, après la gare? Oui, je suis rentré chez moi à Morlaix. Donc vous l'avez réparée, la Cadillac? Oui, enfin... Elle a roulé. Voiture roulée, pourquoi ne pas avoir arrêté jusqu'à Paris? On connaissait la réputation des garagistes à Paris, ils sont 1000 fois trop chers. Je suis donc retourné à Morlaix. Mademoiselle Kemener à la barre. Mademoiselle Kemener, sœur de Pierre Kemener, c'est elle qui a signalé la disparition de son frère. Cela faisait des jours que je n'ai pas vu mon frère Pierre Kemener. Nous habitons ensemble, et si nous n'étions pas au même endroit, nous avons l'habitude de nous appeler régulièrement. Or, cela ne lui ressemble pas. Certes, il m'a revenu de son voyage d'affaires, mais de là ne plus me donner de nouvelles, cela me semble très inquiétant. Nous sommes pourtant au long terme. J'ai pu entendre vaguement une conversation téléphonique, et malgré les efforts qu'il faisait pour le cacher, je sais très bien qu'il parlait à ce fameux Seznec, qui a une mauvaise influence sur mon frère, et qu'il a déjà entraîné dans des affaires très douteuses. Pourquoi dites-vous que Seznec a une mauvaise influence sur votre frère? Car il a déjà entraîné dans des affaires très douteuses. Ah non, c'est faux, c'est lui qui m'entraîne. Monsieur Seznec, vous n'avez pas demandé la parole. Excusez-moi, monsieur le président. Pouvez-vous en dire plus sur ce genre d'affaires douteuses? Je ne peux pas en parler ici. Parlez. Et si vous ne voulez pas en parler, comment voulez-vous qu'on avance dans l'affaire? Je ne suis pas là pour salir sa mémoire, il est mort. Pourquoi ne vous êtes-vous pas inquiété plus tôt, mademoiselle Kemener? J'ai reçu un télégramme au mois de juin, où Pierre me disait que je ne devais pas m'inquiéter, il allait très bien. À mesure, je m'inquiétais. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Seznec où était Pierre. Et il m'a répondu qu'il était en Amérique. Mais ce n'est pas possible, il m'en aurait parlé. Monsieur Seznec, pourquoi avoir dit que monsieur Kemener était parti en Amérique? Monsieur Kemener m'a dit qu'il partait avec monsieur Sherby en Amérique pour les voitures. Il m'en a rien dit de plus. Merci mademoiselle Kemener. J'appelle maintenant maître Pouliken. Écoute du second témoin, maître Pouliken avec son avocat, monsieur Alison. Qui êtes-vous? Je suis le beau-frère et le notaire de monsieur Kemener. Pourquoi n'avez-vous pas cru à l'histoire de monsieur Seznec? Je le connaissais très bien. Et juste avant de partir, la veille de son départ, il m'a demandé de lui poster un chèque de 70 000 francs en direction de Paris. Pourquoi est-ce inquiétant? Il ne l'a pas encaissé. Excusez-moi, monsieur le président. Maître Pouliken, vous êtes bien le beau-frère et le notaire de Pierre Kemener. Oui, c'est bien ça. À qui profite l'héritage? Pour l'instant, à personne. Il faut attendre 30 ans avant que l'héritage puisse profiter à quelqu'un. Et si le corps n'a pas été retrouvé, profitez-vous de l'héritage? Il faut que l'enquête se termine d'abord. Et dans ce cas-là, oui, je profiterai de l'héritage. Et si monsieur Seznec venait par hasard à être déclaré coupable, qui toucherait l'argent? Dans ce cas-là, l'argent serait remis. Attendez, monsieur Pouliken. Ici, l'accusé est Seznec, non pas monsieur Pouliken. Arrêtez de m'interroger de la sorte. Effectivement, monsieur Wagener, mais nous cherchons seulement quelques informations supplémentaires. Oui, ce n'est pas correct. Je vous prie d'arrêter immédiatement. Et pourquoi? La question de maître Kahn était légitime. Répondez s'il vous plaît. Dans le cas où M. Seznec serait accusé, dans ce cas-là, l'argent
irait à ma famille. Mais je n'attends pas après cet héritage pour vivre. Mon étude de notaire me suffit amplement. Merci. Là n'est pas la question. Excusez-moi, monsieur le président. On est toujours intéressé lorsqu'on doit toucher un héritage. Je me sens dans l'obligation d'intervenir face au désarroi de la famille Kemener, qui n'a aucun corps sur lequel pleurer. Puisse son âme chrétienne être honorée. Veuillez ne pas, s'il vous plaît, rejeter la faute sur maître Pouliken. Vous pouvez disposer, maître Pouliken. Témoignage de Madame Seznec, épouse de Monsieur Guillaume Seznec. Madame Seznec, vous êtes bien la femme de Monsieur Seznec. Présentez votre mari, s'il vous plaît. Oui, c'est bien cela. Mon mari est Tissi Guillaume Seznec. Il est présenté comme un meurtrier, comme quelqu'un d'odieux, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est un mari et un père aimant, et il est surtout beaucoup travailleur. J'ai entendu dire que votre mari comptait acheter une propriété de Ploribou. Oui, c'est bien cela. Mais je croyais qu'il est en faillite. Il est en faillite, mais moi, pendant la Première Guerre mondiale, j'ai gagné des dollars or précisément, en lavant le linge des Américains. Et donc, j'en ai gagné assez pour qu'il achète ce domaine. Excusez-moi de douter de votre témoignage, Madame Seznec, mais en lavant le linge des Américains, vous allez avoir assez d'argent pour acheter une propriété entière. Ça me semble être un peu... La Première Guerre mondiale a duré 4 ans. Monsieur. Excusez-moi, mais même en 4 ans de salaire normal, acheter une propriété telle que celle-ci est assez difficile. Ceux-ci ne sont pas des salaires normaux. Normal. En effet, ils sont beaucoup plus bas que la moyenne, puisque c'était un temps de crise. Non, justement. Elle lavait le linge des Américains. Elle était donc très bien payée. Mais, et ces dollars or, où sont-ils, monsieur Seznec? Je les ai donnés à Monsieur Kemener. Oui, pourtant nous ne les avons jamais retrouvés. Et pareil du contrat. Nous l'avons retrouvé, mais je peux prouver que c'est un faux. Maintenant, tout de suite. Allez. Monsieur le juge, pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler l'expert? Ok, c'est accepté. Vous pouvez disposer, Madame Seznec. J'appelle à la barre Mademoiselle Samaran, expert en graphologie. Témoignage de l'expert en graphologie, Mademoiselle Samaran. Madame l'expert, pouvez-vous nous préciser si les signatures sur cette fameuse promesse de vente sont vraies ou alors ont été truquées? On peut voir que sur l'acte de vente, que les lettres, la forme des lettres et l'épaisseur des lettres sont la même que la signature de Seznec. Donc on en conclut que ce serait Seznec qui aurait écrit l'acte de vente. Ainsi que la signature de Kemener. Ainsi que la signature de Kemener. Merci beaucoup. Monsieur Seznec, un commentaire sur ce... Oui, c'est bien ma signature, mais non, ce n'est pas moi qui ai écrit cet acte, car je suis brûlé à ma main. Ce n'est pas moi qui ai signé à la place de M. Kemener, lui, taper cet acte à la machine. Oui, enfin, d'après l'expert ici présente, vous avez écrit cette promesse de vente de votre main et avez signé à la place de M. Kemener. D'ailleurs, vous l'avez écrite grâce à une machine à écrire achetée le 13 juin au Havre, d'après un de nos témoins. Je n'ai jamais été au Havre. Et pour ce qui est d'écrire, je suis brûlé. Donc je ne pouvais pas taper sur la machine. Mettons l'avis de Maître Valdener. Nous faisons appel à notre experte, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Enquête accordée. Vous pouvez disposer. Madame Poulain à la barre, experte en graphologie. Témoignage de Madame Poulain, experte en graphologie. Pouvez-vous annoncer votre expertise, s'il vous plaît? Donc c'est bien la signature de M. Kemener, car la pression d'écriture est normale. Il n'y a pas d'exagération d'arrondissement, et il n'y a pas de problème de morphologie par rapport aux authentiques de M. Kemener. Il n'y a pas d'interaction des traits, rien. Donc pour moi, cette signature a bien été signée par M. Kemener. Oui, enfin, pour contredire ceci, je dirais que la promesse de vente ici, proposée ici, est écrite à la machine à écrire. Alors pour cela, je referai appel, si vous voulez bien, Monsieur le Président, à notre experte en graphologie pour l'interroger. Enquête acceptée. Vous pouvez disposer, Madame Poulain. Non, pardon. Appel à la barre Mademoiselle Samaran. Alors, Mademoiselle Samaran, acquiescez-vous sur le fait que cette promesse de vente a été écrite à la machine à écrire? Donc oui, c'est bien sur
machine à écrire. Sur l'acte de vente, on peut voir que les lettres ne sont pas nettes. Donc cela, on en conclut que ça a pu être écrit par quelqu'un ayant un problème aux mains ou D'accord. Donc cela prouverait à ce moment-là que M. Seznec est coupable d'avoir écrit ce promesse de vente lui-même. Oui. Comment prouvez-vous que Seznec l'ait écrit, puisque une autre personne aurait très bien pu l'écrire? Sachant qu'il a mal au doigt, et qu'il s'est fait brûler, il est d'une bonne. L'autre personne étant chargée de l'écrire, dans ce cas-là, est le notaire. Et je ne crois pas, d'après les faits que j'ai recensés, que le notaire ait un quelconque problème aux mains. Et je l'ai vu taper d'autres documents, il tape avec des lettres très nettes. Et donc c'est pas possible qu'il l'ait écrit lui-même. Pour contredire l'experte de l'accusation, nous allons appeler notre experte, si vous le voulez bien, Monsieur le Président. Ok, c'est accepté, vous pouvez disposer. J'appelle à la barre Mademoiselle Poulain. Allez-y, expliquez, mademoiselle. L'acte ne peut plus être écrit par cette machine à écrire, car bien qu'elle soit neuve, il y a un défaut d'écriture sur une lettre qui est beaucoup plus empreinte d'encre que d'autres. Et sur l'acte que nous voyons, nous pouvons voir cela. Et si cela aurait bien été écrit par M. Seznec, il y aurait eu de moins en moins de force à force de taper, car à cause de cette brûlure au doigt, ce que nous ne remarquons pas, vu qu'il n'y a pas de différence de pression, bien que ce soit flou. Donc pour moi, ce n'est pas M. Seznec qui a écrit cet acte. Merci. Alors, pour réagir à ce que vous venez de dire, Madame l'experte, je tiens à préciser que pendant son voyage vers Paris, il a eu en effet des problèmes de voiture, n'est-ce pas? Oui. Et donc vous avez été dans des garages pour réparer cette crevaison. Pour réparer cette crevaison, vous avez donc utilisé un cric, et les garagistes présents à cet endroit-là ont dit que vous l'aviez fait tout seul. Alors, une question se propose maintenant. Comment n'auriez-vous pas pu écrire à la machine à écrire de vos doigts blessés, alors que vous auriez pu manier un cric très lourd, d'après les garagistes, tout seul, sans aucune aide? Je peux manier mes mains, mais pas mes doigts. Excusez-moi, monsieur Wagner, mais vous venez de dire que les garagistes avaient dit qu'il l'avait fait tout seul. Avez-vous une preuve pour ça? Mon expert est actuellement hospitalisé à cause de blessures graves, mais j'ai des preuves formelles que M. Seznec, ici présent, a bien utilisé son cric tout seul. Un cric très lourd qu'il aurait dû porter. Et donc ces preuves sont irréfutables car il est assermenté, et donc vous ne pouvez pas réfuter ces preuves. Certes, monsieur Wagner, mais je vous rappelle que la maniabilité d'un cric et d'une machine à écrire ne sont pas les mêmes choses. Quand on manie un cric, on le prend à deux mains fermes et on peut se servir. Or, une machine à écrire, on se sert du bout de ses doigts, et je dois vous rappeler que le bout des doigts est beaucoup plus fragile que la paume de la main. Testez vous-même, vous verrez, à force de taper sur la machine à écrire, vous vous ferez mal au doigt. Rajoutez à cela des blessures, il n'a pas pu écrire. Mademoiselle Poulain, vous pouvez disposer. J'appelle maintenant à la barre l'inspecteur Bruni. Témoignage de M. Bonny, inspecteur de police. Pouvez-vous nous dire où a été retrouvée cette machine à écrire? La machine à écrire a été retrouvée dans un compteur électrique. Chez qui? Chez M. Seznec. Nous ne pouvons pas accepter la perquisition car elle est fausse. Ni Mme Seznec ni M. Seznec étaient présents à leur domicile. Il n'y avait ni mandat de perquisition et les forces de l'ordre ne pouvaient pas rentrer chez M. Seznec. On peut le contester à Mademoiselle Labigo, sa domestique. Monsieur le Président, pouvez-vous faire entrer à cette barre Mademoiselle Labigo? Vous êtes accepté, vous pouvez disposer, monsieur Bruni. J'appelle à la barre Mademoiselle Labigo. Mademoiselle Labigou, servante de la famille Seznec, était présente lors de la saisie de la machine à écrire. Pouvez-vous raconter les faits concernant la perquisition, s'il vous plaît? J'étais chez mes patrons quand des inspecteurs sont venus toquer. Ils ont fait une perquisition et ont trouvé la machine à écrire que je ne connaissais pas. Ils m'ont menacé avec un fusil sur les tempes pour que je dise que je connaissais cette machine à écrire en proposant de l'argent. C'est inacceptable, monsieur. Comment des policiers peuvent menacer une femme de mort en lui mettant un fusil sur la tempe pour lui faire avouer quelque chose qui est faux? Ça, de ces faits, je n'ai rien eu de relaté. Mais je dois dire que c'est assez étonnant.
Est-ce que les policiers avaient un sac quand ils sont entrés chez vous? Quelque chose de particulier avec eux? J'en ai pas souvenir. Cette affaire, après du recul, ça fait assez longtemps que cela s'est passé, donc des petits détails comme cela sont très durs à se souvenir. Des petits détails, vous remarquerez, non négligeables. Certes. Car ils nous permettraient d'élucider l'affaire dans le cas où les policiers auraient en effet menacé Madame Labigou ou non. Mais quel est le rapport du sac au juste? Car si, comme vous prétendez, la machine à écrire n'était pas chez Seznec, les policiers l'auraient forcément apporté avec eux. Je ne prétends pas ça, monsieur. Aucun souvenir d'un sac ou de quelque chose d'aussi lourd est assez douteux. Je dis juste que les policiers auraient menacé Mademoiselle Seznec, Mademoiselle Labigou, excusez-moi, de mort. Je pourrais lui faire avouer quelque chose pour lui. Rien que ça n'est pas possible. Et pourquoi les policiers seraient venus chez Seznec, sachant qu'ils n'avaient pas de mandat pour perquisitionner le domicile? Maître, vous accusez la police? Non, je n'accuse pas la police, excusez-moi. J'accuse une erreur de la police. On va appeler l'inspecteur Bonny. Vous pouvez disposer, Mademoiselle Labigou. L'inspecteur Bonny, à la barre, s'il vous plaît. Est-ce que les faits de Mademoiselle Labigou sont exacts? Non, les faits de Mademoiselle Labigou sont une insulte envers la police. Donc, vous dites donc que ces accusations sont fausses? Oui, tout à fait. Mais comment expliquez-vous que vous avez perquisitionné le domicile de monsieur et madame Seznec sans mandat? Nous lui avons montré le mandat. Elle ne doit tout simplement pas s'en souvenir. Alors le mandat, où est-il? Si vous l'avez montré, vous l'avez gardé, vous ne l'avez pas donné. Non, il est encore au commissariat. Nous ne pouvons prendre en compte cette preuve, nous ne l'avons pas eu à temps. Vous pouvez disposer, monsieur Bonny. Maître Wagner, la parole est à vous. Merci, monsieur le président. Je commencerai mon réquisitoire par le fait que monsieur Seznec, ici présent, a sans doute des séquelles psychologiques à cause de la mort de son père à 6 ans et d'autres incidents dans le genre qui peuvent facilement pousser quelqu'un à des extrémités dans certains cas. Donc je résume pour l'accusation. Dans la nuit du 24 au 25 mai 1923, Pierre Kemener est accompagné de son ami Seznec pour un voyage d'affaires vers Paris. Durant ce voyage, ils ont des problèmes mécaniques, notamment la mise en panne de la Cadillac avec laquelle vous rouliez. À cause de cette crevaison, vous avez déposé M. Kemener dans une gare à Oudan ou à Dreux. On est resté assez flou sur ce point-là, ce qui me paraît un peu suspect. Vous êtes alors allé dans un garage où les garagistes nous affirment que vous avez réussi à enlever le pneu grâce à un cric très lourd et avoir changé le pneu tout seul, avec vos mains blessées à cause de l'incendie de votre magasin. Donc si vous avez utilisé ce cric tout seul, je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas pu utiliser la machine à écrire qui est présentée, qui a été trouvée chez vous d'ailleurs, et que vous auriez apparemment utilisée pour écrire cette promesse de vente, comme nous l'a précisé notre experte en écriture, Mademoiselle Samaran. Je demande aux jurés de garder une vue impartiale. La vérité paraît évidente. Guillaume Seznec est coupable. Lui trouver des circonstances atténuantes remettrait en cause la justice nationale, les preuves irréfutables. Seznec, pour sa défense, n'avance que des arguments saugrenus, voire contradictoires pour les réfuter. Je réclame pour la mémoire de la victime et l'honneur de sa famille, avec le désir qu'une telle abomination ne se reproduise plus jamais, un jugement exemplaire. J'accuse M. Seznec, ici présent, d'assassinat et d'usage de faux. Je propose donc la prison à perpétuité. Maître Kahn, la parole est à vous. Donc pour commencer, je vais poser la question qui perturbe un peu tout. Monsieur Pierre Kemener est-il mort? C'est surtout la question principale en fait. Et dois-je vous rappeler, vous, l'accusation, que à ce jour, vous n'avez toujours pas retrouvé de corps. Et les lacs, les terrains aux alentours de la région où le corps aurait pu être enterré ou jeté dans l'eau ont été fouillés et ces fouilles n'ont donné aucun résultat. Dois-je vous rappeler aussi que la disparition de M. Kemener ne signifie pas qu'il est mort. De plus, certains de nos témoins, deux d'ailleurs, ont vu M. Kemener dans la région parisienne récemment et un a discuté avec lui de sa famille et de ses amis, donc c'était forcément le vrai M. Kemener.
Pour en revenir un peu au début de l'histoire, c'est vrai que Seznec a déposé M. Kemener à Dreux ou à Houdan. Le problème, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été éclairci, donc on ne peut pas tirer de conclusion de cette chose. Pour revenir sur le crime, en revanche, je veux dire qu'il a été justifié qu'il l'a utilisé lui-même de ses mains, mais même si ses mains ont été brûlées, il peut quand même se servir d'un cric, parce que c'est une masse certes plus lourde, mais plus facile à prendre en main, et la paume des mains est beaucoup moins fragile que les doigts qui auraient servi à écrire sur la machine à écrire. Donc, de plus, la machine à écrire qui a été soi-disant retrouvée chez Seznec, je ne peux pas contredire ce point-là. En revanche, le mandat n'a pas été... il n'y a pas de mandat en fait. Il n'y a pas de mandat. Et donc, ils ne peuvent pas effectuer de perquisition. Et tous les témoins qui ont accusé Seznec l'ont reconnu avec un œil plus petit que l'autre. Donc, j'en conclus moi qu'ils auraient vu la photo et qu'ils n'auraient jamais vu Seznec. Donc, je dois dire que Seznec n'est pas coupable. Mesdames et messieurs les jurés, vous allez devoir juger Seznec en votre âme et conscience. Vous allez devoir répondre à ces 3 questions. Seznec est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à Pierre Kemener dans la nuit du 25 au 26 mai 1923? Seznec a-t-il agi d'abord avec préméditation, ensuite avec guet-apens? Et enfin, Seznec est-il coupable d'avoir commis un faux en écriture privée? Mesdames et messieurs les jurés, vous venez d'assister au procès de Guillaume Seznec, revu et corrigé par la classe de 2D3. À vous de juger en votre âme et conscience Guillaume Seznec et de répondre aux 3 questions que vous a posées le président de ce tribunal. Par ailleurs, une ou plusieurs erreurs s'est ou se sont glissées dans la tenue de l'audience. À vous de là ou de les trouver. Alors, il faut qu'on délibère pour savoir si Seznec est coupable ou pas. Alors, j'aimerais avoir votre avis. Pour moi, Seznec est coupable. Pour moi aussi, il est coupable. Pour moi, il n'est pas coupable. Il est, pour moi, innocent. Il est innocent pour ma part aussi. D'accord. Et vous avez des arguments à nous donner pour... Il n'y a aucune preuve formelle, il y a juste des paroles. Les paroles ne démontrent pas les actes. Il faut quand même le faire pour que la voiture tombe en panne juste au moment où il conduit M. Kemener. Oui, mais c'est la malchance et une déficience technique. Et ça, M. Seznec n'y peut probablement rien. Sauf qu'à la base, M. Seznec devait emmener M. Kemener à Paris et finalement il l'a amené autre part. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, c'est très flou. On ne sait pas où il l'a amené exactement. C'est peut-être sur une demande de M. Kemener. Il y a aussi l'histoire avec la machine à écrire. Je comprends pas comment M. Seznec achète une machine à écrire et peut-être un point on trouve l'acte de vente qui a été écrit avec une machine à écrire justement. Oui, mais cet acte de vente par l'experte est une signature par M. Kemener, donc ils ne sont pas faux, ils sont authentiques. Mais vous ne trouvez pas ça assez louche que Seznec et M. Kemener partent pour Paris pour qu'au final M. Kemener parte en Amérique sans aucune raison valable? Il avait peut-être un événement. Alors, il part sans prévenir personne, avec très peu d'argent, comme ça, pour le plaisir. Bien sûr, à l'endroit où on ne pourra pas le retrouver. Il peut peut-être disparaître. Changer d'identité. Vous avez une preuve à ça? Mais vous n'avez pas de preuve non plus pourquoi il aurait tué M. Kemener. Comme par hasard, il part au seul endroit où on ne peut pas le retrouver. Ce qui est assez louche quand même. Vous avez retrouvé le corps, l'arme du crime, l'heure du crime, le lieu? Toujours pas. Alors, posons-nous la question de préméditation. Si il n'a pas tué M. Kemener, donc il n'y a aucune préméditation derrière, forcément. Pour moi, il y en a. Avec, je reviens sur mes anciens propos. Avec la machine à écrire, ça aurait très bien pu être pensé avant. Il a pensé à écrire l'acte de vente, du coup il a acheté
la machine à écrire. Et pareil avec la voiture. Il a peut-être fait des choses pour que la voiture soit défectueuse. Étant donné qu'il est très mécanique, il aurait très bien pu trouver mettre une faille dans le moteur ou faire que la roue crève à cet endroit-là. Comment pouvez-vous faire qu'une roue crève en roulant? Ah, il y a un moyen très simple, c'est de placer une lame de rasoir sur le... Et suite à quelques kilomètres, il y aura crevaison. Avez-vous retrouvé la voiture avec une lame de rasoir dans le cul? Il a très bien pu l'enlever. Quand il a fait les réparations juste après. C'est très facile de la mettre et c'est très facile de la retirer. Retrouvez-moi les traces de réparation de cette soi-disant lame de rasoir. Il a changé son pneu, on ne pourra pas le retrouver sur l'enquête. Et bien, s'il l'a changé, c'est sûrement qu'il y a une crevaison, mais après plusieurs kilomètres, je ne pense pas que la lame de rasoir ait pu tenir autant de temps sur crevaison. Nous allons procéder au dépouillement. Donc, pour répondre à la première question, si M. Seznec a volontairement tué M. Kemener. Coupable. Non coupable. Non coupable. Coupable. Non coupable. Et non coupable. Après dépouillement du vote, les jurés ont donc décidé que M. Seznec n'était en aucun cas coupable par rapport aux 3 questions que nous nous posions. Et la sentence est délibérée. Alors, mon expert n'a pas pu être présent car il a été assassiné chez lui ce matin. Oui, enfin, mon expert n'a pas pu être là parce qu'il est en ce moment hospitalisé à cause de graves blessures. Mais j'ai les preuves formelles qu'il a bien utilisé le cric tout seul et il n'aurait pas pu mentir puisqu'il est assermenté. Certes, mais je vous rappelle que manier un cric et manier une Stop. machine à... Je ne peux pas montrer le juge. Je ne peux pas montrer le juge en train de rigoler. Nous ne pouvons pas accepter la perquisition parce qu'elle est fausse. Maître Seznec n'était pas à son domicile lorsque vous l'avez perquisitionné, comme peut en témoigner Madame Lajatte, sa domestique. Non, Madame Labigou. La perquisition est fausse, nous ne pouvons pas l'accepter, puisque ni Seznec, ni Madame Seznec étaient présentes à leur domicile lors de la perquisition. Comme peut en constater Madame Lajatte, sa domestique. Madame Labigou. Nous ne pouvons pas accepter la perquisition car elle est fausse. Ni Madame Seznec, ni Monsieur Seznec étaient présents à leur domicile. Il n'avait ni mandat de perquisition et les forces de l'ordre ne pouvaient pas rentrer chez M. Seznec. Comme peut en constater Madame Mademoiselle Labigou. Mademoiselle Labigou. Mademoiselle Labigou, servante de la famille Seznec, était présente lors de la saisie de la machine à écrire. Pouvez-vous raconter les faits concernant la perquisition, s'il vous plaît? J'étais chez moi quand 2 inspecteurs, non, mais je sais pas c'est des quoi? Des inspecteurs? Coupez. Non. J'étais chez moi quand 2 inspecteurs sont venus frapper et voulaient faire une perquisition et ont trouvé la machine à écrire dans le compteur électrique. Ils m'ont menacé avec un fusil sur les tempes pour que je dise que je connaissais cette machine. Or, je ne la connaissais pas. C'est inacceptable.